Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer une composante script et comment on va l'attacher sur le GameObject qui est sur ma scène. Pour commencer, je vais simplement présenter ma scène. C'est quelque chose d'assez simple. Bon, j'ai un GameObject ici que j'ai nommé personnage, sur lequel il y a un sprite renderer, sur lequel on a installé un sprite qui est mon image ici que je vois du personnage. Bon, le GameObject, il est très simple. Je n'ai pas d'animation. C'est simplement pour faire un exemple avec un script ici. Donc, ma scène, elle est extrêmement simple pour la démonstration. Pour créer un fichier script, il existe deux, trois méthodes dans Unity. Une méthode qu'on pourrait utiliser, c'est aller dans les assets, faire create et créer un fichier C# script. L'autre méthode qu'on pourrait utiliser, c'est d'utiliser mon GameObject, ajouter une composante et dans la liste des composantes, je pourrais utiliser ici un nouveau script et donner un nom et ça me créerait un fichier script. Avec ces méthodes-là, ce que j'aime moins, c'est qu'il va venir porter le fichier script à la racine de mes assets ici. Donc, quand je vais avoir éventuellement plusieurs fichiers script, tous les fichiers vont se mêler et il va falloir faire le ménage par après. Moi, ce que je préfère, c'est ma méthode, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, c'est bon, je me suis créé, premièrement, un dossier script. Et dans ce dossier-là, je vais faire le bouton droit et je vais simplement faire Create C# script et le fichier script va se mettre directement dans mon dossier et éventuellement, j'irai l'attacher sur le GameObject avec lequel je veux interagir. Le nom d'un fichier script, on va suivre une convention de programmeur. Ça veut dire que la première lettre de mon fichier va être en majuscule et les premières lettres de chaque mot qui vont suivre dans le nom de mon fichier va aussi avoir des majuscules. Donc, dans l'exemple ici, mettons, c'est un exemple, je voudrais faire déplacer mon personnage avec ce script-là. Ben, je vais écrire déplacement personnage. OK. Je ne mets pas d'accent on voit que j'ai mis la lettre D et la lettre P en majuscule ici et simplement, je vais faire, heu, enter pour ça et le fichier va être sauvegardé sur mon disque dur et il va avoir une extension .cs pour C#. Donc mon fichier va être créé et je vais pouvoir l'éditer dans un éditeur de texte de mon choix. Une fois que j'ai un fichier, de script de créer, pour l'éditer, j'ai besoin d'un éditeur de texte. Unity ne peut pas éditer les textes. Unity, c'est un logiciel de montage pour, créer notre jeu. Donc j'ai besoin d'un logiciel, à part pour, faire le traitement de texte de mon fichier. Moi, je vais utiliser Microsoft, Visual Studio Community qu'on peut installer lorsqu'on installe Unity. On peut, déployer ce logiciel-là aussi. Donc, pour pouvoir éditer mon fichier, je vais simplement double-cliquer sur mon fichier et il vient ouvrir mon fichier dans Microsoft Visual Studio Community. On peut voir que Unity, lorsqu'il a créé mon fichier script, a déjà mis des lignes de code à l'intérieur et on va regarder ça ensemble pour voir ce que ça peut faire, ces lignes de code-là. On va commencer par regarder les trois premières lignes de mon fichier script. Ce sont les espaces de nom qu'on va utiliser dans ce fichier script-là. Par défaut, Unity nous en met trois. Les espaces de nom, ce sont les fonctionnalités qu'on peut aller chercher du côté soit du langage C# ou soit avec les fonctionnalités que Unity met à notre disposition pour jouer avec les GameObjects ou jouer avec ce qui se passe dans Unity. Donc, on voit que les deux premiers ici, ce sont des espaces de nom, ils sont en gris pâle. C'est des espaces de nom qui vient avec C#. Donc, on pourrait aller chercher des fonctionnalités plus avancées de C#. On voit qu'ils sont en gris pâle parce que je n'utilise pas présentement de fonctionnalités de C#. La déclaration qui est ici, ce sont plus des déclarations qui sont faites avec le fameux Unity Engine. Donc, on le voit ici que le Unity Engine, il est plus blanc et donc, euh, on peut voir que ici, Mono Behavior vient de Unity Engine. Donc, une fois qu'on utilise ces fonctionnalités-là, ben, il va nous éclairer un petit peu plus. L'éditeur de texte va nous éclairer pour dire, OK, lui est utilisé, les deux autres ne sont pas utilisés. Je pourrais éventuellement carrément juste supprimer les deux premiers. Dans ce cas-ci, ça ne changera rien parce que
Présentement, je ne les utilise pas. On va aussi regarder le reste du script. C'est lorsque Unity fait un fichier script, ben, il nous déclare déjà une classe. Et une des choses qu'on doit vraiment, vraiment respecter, c'est le nom de la classe qui est ici doit être exactement identique au nom de mon fichier, moins le .cs, parce que le .cs, c'est pour l'extension C#. Mais le déplacement de personnage que j'ai ici et le déplacement de personnage ici doivent être identiques. Donc, avec les majuscules, pas d'accent, pas d'espace. Donc, c'est très important. Si on change le nom ici, on doit obligatoirement changer le nom du fichier. OK. Ensuite de ça, ce qu'on peut voir, c'est que ben, c'est une déclaration d'une classe. Donc, une classe, ce sont des définitions de méthodes ou de propriétés qu'on va implémenter à notre GameObject. Le GameObject doit obligatoirement être un enfant de la classe MonoBehavior. MonoBehavior, c'est une classe qui existe dans Unity, une classe comme on voit ici, mais avec des méthodes plus avancées qu'on peut utiliser parce qu'on a hérité des méthodes de la classe MonoBehavior. Donc, lorsque on crée un fichier script, il faut absolument déclarer le nom de la classe, qu'on hérite des fonctionnalités de MonoBehavior et on doit la rendre publique parce qu'on doit pouvoir y accéder dans l'interface de Unity. On peut voir aussi que Unity nous a déclaré deux méthodes. En réalité, c'est des écouteurs d'événements qui vont arriver lorsque je vais partir le jeu. On a une méthode qui s'appelle Start et une méthode qui s'appelle Update. La méthode Start, elle va être appelée une fois que le script va être parti sur la scène. C'est-à-dire que j'attache mon script sur un GameObject, je fais fonctionner le jeu et il va être appelé, Start va être appelé une fois seulement quand le GameObject va apparaître et que le script va être appelé pour la première fois. Donc, c'est l'endroit idéal pour faire des déclarations de variables, pour initialiser des variables avec certaines valeurs. Donc, c'est vraiment, ça se fait au début, ça se fait avant les updates. Donc, c'est vraiment la place pour faire de l'initialisation de variables. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais utiliser la méthode debug. Donc, je vais mettre ici la méthode debug, ce qui va me faire écrire dans la console. On a un onglet console dans Unity et je vais pouvoir voir apparaître je suis la méthode start qui va apparaître une fois seulement lorsque je vais déclencher le jeu. On a aussi la méthode update. Update, elle est appelée plusieurs fois par seconde. Donc, plusieurs fois par seconde, on ne peut pas exactement dire combien de fois par seconde parce que c'est selon la vitesse, bon, la capacité de l'ordinateur qui va rouler le jeu et aussi la complexité des éléments qu'on a sur notre scène dans notre jeu. Donc, si on utilise beaucoup d'engins de particules, si on utilise beaucoup de physique, c'est sûr que ça ralentit éventuellement mon jeu. Donc, le nombre d'images par seconde qui vont être créées peut-être être diminué. Donc, on ne peut pas réellement savoir sur un update combien qu'on va en avoir. Ça peut être du 60 images secondes, ça peut être du 120, du 150 images par seconde. Donc, c'est un peu, on va falloir se trouver des stratégies éventuellement pour essayer de régulariser le nombre d'updates ou en fin de compte le déplacement de nos personnages avec des méthodes un petit peu plus avancées. Donc, j'ai aussi mis un debug.log simplement pour voir dans la console quand est-ce que le start est appelé et quand est-ce que update est appelé. Je sauvegarde. OK, ici, on peut voir que j'ai une étoile ici avec le nom de mon fichier. Ça veut dire que j'ai eu des modifications dans mon fichier, mais qui n'ont pas été sauvegardées. Donc, je peux faire CTRL S pour sauvegarder ce fichier-là. Et on va retourner dans Unity pour aller essayer ce script-là avec mon GameObject que j'ai sur la scène. Je suis revenu dans l'éditeur Unity. J'ai toujours mon script qui est ici, mais mon script n'est pas attaché sur un GameObject de ma scène, de ma hiérarchie. Donc, ce fichier-là
ne sera jamais exécuté, ne sera jamais appelé parce qu'il n'est pas attaché sur un GameObject. Comment on va faire ça pour l'attacher? Ben, il y a deux, trois méthodes possibles. Soit que je prends mon fichier et que je le glisse sur mon personnage ici. C'est une possibilité. Soit je sélectionne mon personnage et quand je viens ici dans l'inspecteur, je peux prendre mon fichier et le glisser aussi. Et on peut voir que mon script va être attaché ici et que le script, si je clique, on le voit qui est ici dans mon projet, il est illuminé pour dire que c'est ce script-là que j'ai utilisé. Une autre méthode possible, ce serait d'ajouter une composante et de commencer à taper le nom de mon script. Donc, des placements de personnages, on le voit qui est là. Bon, si je le mets, je l'ai deux fois présentement, mais je pourrais l'ajouter avec une composante ici. Si je veux enlever cette composante-là, si je ne veux pas l'avoir deux fois, je peux aller chercher le petit menu ici avec les trois petits points et dire Remove Component. Donc, il va me rester juste une composante. Donc, on peut avoir plusieurs composantes script. C'est une bonne façon de programmer de façon modulaire. Donc, on peut attacher des comportements qui sont répétitifs peut-être sur plusieurs objets. Donc, on peut éventuellement attacher des petits scripts et on peut en attacher vraiment plusieurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. Pour pouvoir exécuter ce script-là, ben, il faut lancer le jeu. Donc, je vais simplement faire un play ici. Mais avant, je vais aller voir la console. Ici, on a l'élément console. Je vais simplement agrandir un peu. Et on va voir justement les fameux debug.log que j'avais mis dans ma programmation apparaître ici dans ma console. Donc, si je fais un play ici, si je lance le jeu, OK, on voit apparaître les fameux je suis la méthode update plusieurs fois. OK, on voit les messages vraiment se lancer énormément. Si c'est toujours les mêmes messages qui reviennent, je peux aller ici faire collapse. Donc, il va, plutôt que voir toutes les debug.log apparaître, ben, il va les calculer de cette façon-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la méthode start a été appelée une seule fois. Lorsque j'ai lancé le jeu, la méthode start a été lancée. Donc, j'aurais pu initialiser le nombre de vies de mon personnage, la position de mon personnage. Donc, on pourrait le faire dans la méthode start. Et la méthode update, elle est refait à chaque combien d'images par seconde. Si je voudrais le savoir, je peux aller ici dans mon onglet Game. Je vais simplement rapetisser ça ici un peu. J'ai l'option Stats. Et là, je peux voir ici que, bon, ben, présentement, mon graphique, bon, c'est vrai que ça coûte énormément de faire des éléments ici, mais j'ai à peu près du 35 frames seconde. En même temps, j'enregistre une vidéo. Donc, le frame par seconde, les images par seconde sont un peu plus lents ici. On peut souvent voir du 60, 80, 90 images par seconde sans problème habituellement. Donc, on peut aller voir les statistiques ici. Donc, si la scène était très complexe, on pourrait aussi penser que les images par seconde pourraient être un peu plus bas à cause que la scène est complexe. Donc, on voit réellement que la méthode start est appelée une seule fois et que la méthode update, elle est appelée continuellement un nombre de fois par seconde, ce qui pourrait nous permettre d'écouter les touches de clavier qu'on voudrait enfoncer plusieurs fois par seconde, donc pour avoir une réactivité un petit peu plus rapide. Et on pourrait aussi déplacer des éléments dans notre scène avec cette méthode update-là. Voilà. Je suis revenu dans mon fichier script pour vous démontrer d'autres écouteurs de messages qui pourraient exister. Il y en existe plus que ça, mais bon, je voulais juste en montrer deux autres. Donc, on a vu la méthode start, donc l'écouteur start qui se fait une seule fois lorsque le jeu démarre ou le game object, le script démarre sur le game object. Le update qui se fait plusieurs fois par seconde, on ne peut pas savoir, c'est selon l'ordinateur. Et on en aurait peut-être deux autres aussi qui existent, qui pourraient peut-être des fois être agréables à utiliser. C'est le on-enable et le on-disable. Donc, ce sont deux méthodes qu'on peut utiliser pour écouter quand un game object est actif sur la scène ou qu'il devient inactif. Donc, on va aller voir ce que ça donne du côté de Unity.
pour voir le comportement de ces deux écouteurs-là. Je suis de retour dans Unity pour voir le comportement de l'écouteur On-Enable et On-Disable. Donc, avant de lancer le jeu, je peux voir ici que dans ma console, il y a déjà euh, les debug.log qui avaient lieu au dernier lancement. Je peux, si je veux, faire un clear ici pour effacer, mais lorsque je vais faire démarrer le jeu, ici un play, il va effacer de toute façon la console pour remettre une console plus claire. Mais pendant le jeu, si je veux, je peux simplement faire un clear ici et ça effacerait la console des messages qui sont déjà apparents. Donc, on va essayer ça. On peut voir ici que mon personnage sur la scène que j'ai ici, il est actif. Ça veut dire que la case, elle est cochée. Si je décoche la case, il devient inactif. Il n'est pas supprimé de la scène. Il existe toujours sur la scène, mais il n'y a plus d'interaction avec le personnage. Le sprite renderer est désactivé, même si la case ici, elle est cochée. Comme j'ai décoché ici la case principale, la case d'activation principale, ben, ça l'a décoché par défaut le sprite renderer et le script déplacement aussi va être désactivé. Donc, on peut activer éventuellement ça par programmation. On peut faire disparaître des éléments de la scène, mais ne pas les supprimer et les faire réactiver plus tard pour les faire réapparaître. Donc, on va voir le comportement de ce que ça va faire lorsque je vais activer ou désactiver. Donc, je lance le jeu. Donc, si on regarde ici, on peut voir que le on-enable s'est passé avant le start. Donc, le personnage a été activé sur la scène. Donc, comme le personnage a été activé, le sprite render a eu lieu et le script s'est activé. Donc, on a pu voir une image sur la scène et comme le script s'est activé, la méthode start a pu avoir lieu. Et ensuite de ça, on a la méthode update qui, elle, revient à chaque combien de fois par seconde, on ne sait pas. Donc, si je désactive pendant que le jeu est en train d'être lancé, si je désactive mon personnage, bien là, on voit le on-disable arriver. Donc, le personnage, on pourrait, s'il y avait des sons attachés à mon personnage, je pourrais éventuellement soit arrêter les sons, mettre les sons sur pause pour que quand il va recommencer, j'arrive à la même place. Donc, on peut faire des actions lorsqu'on désactive notre personnage ou en fin de compte un game object qui est sur la scène. Et si je réactive le personnage, ben on voit que le on-enable est relancé. On n'a pas refait le start parce qu'en fin de compte, le start se fait qu'une seule fois, une fois que le game object est sur la scène, mais on voit que le on-enable ici est lancé. Et si je joue encore une fois, on voit que le disable est encore refait, donc on a réutilisé le on-disable. Et si je réactive, ben, on voit qu'ici, il y a eu une deuxième apparition sur le on-enable. Donc, le on-disable et on-enable peuvent être agréables à utiliser pour lorsqu'on désactive ou on active des éléments sur la scène pour arrêter des comportements ou changer des comportements de cette façon-là. Donc, la méthode start se fait une seule fois lorsqu'on lance le jeu et que le game object arrive sur la scène avec le script. Ben, le start est lancé une seule fois. Le update, c'est bon, ça roule plusieurs fois par seconde. Et le undisable et unenable ben, se fait seulement quand on active le jeu ou on active le game object ou on désactive le game object. Donc, c'est un peu les bases du game de la composante script avec le game object. On va voir que ça va aller beaucoup plus loin que ça, mais au moins on comprend principalement les bases pour pouvoir utiliser la composante script avec un game object.